Bonjour, je suis Aurélie Nebout, psychologue clinicienne spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, et je suis également formée à l'hypnose médicale. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du comportement alimentaire. Nous allons voir les symptômes, la psychopathologie et les approches thérapeutiques. Pendant cette formation et dans une première partie, nous allons tenter de comprendre les troubles du comportement alimentaire, leurs symptômes et la psychopathologie. Dans une seconde partie, nous allons parler des approches thérapeutiques dans les troubles du comportement alimentaire. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons voir les traitements spécifiques selon les troubles du comportement alimentaire. L'objectif de cette formation en ligne est de sensibiliser les psychologues aux troubles du comportement alimentaire, d'apprendre à mieux diagnostiquer les troubles du comportement alimentaire et aussi de fournir des outils pratiques pour aider les patients atteints de troubles du comportement alimentaire. On va donc passer à la première partie. Comprendre les troubles du comportement alimentaire, les TCA, leurs symptômes et la psychopathologie. On va parler des critères diagnostiques pour commencer selon les manuels cliniques et notamment le DSM-5. L'idée va être de différencier le rapport normal à l'alimentation du rapport pathologique. Dans une seconde partie, on va parler des mécanismes psychologiques et neurobiologiques impliqués dans les TCA, le but étant de connaître les causes et les conséquences des TCA pour nos patients. Et enfin, on va s'attarder sur les cercles vicieux des TCA, et notamment l'impact de la restriction cognitive dans la perturbation du trouble. L'idée est de donner aux patients des éléments concrets de psychoéducation. Pour ce qui est des critères diagnostiques, on va commencer par l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, pour la diagnostiquer, donc il y a plusieurs critères, notamment la restriction volontaire des apports énergétiques, c'est-à-dire que la personne va effectivement restreindre son alimentation. Le deuxième critère, c'est la peur intense de perdre du poids, et il y a également une altération de la perception du poids ou du déni de la gravité de la maigreur actuelle. Il existe deux types d'anorexie. Le type restrictif, c'est-à-dire qu'il y a une perte de poids qui est obtenue par la restriction, le jeûne ou l'exercice physique excessif, et le type d'accès hyperphagique purgatif, où l'anorexie dans ce cas-là va être compensée par des périodes d'hyperphagie récurrentes et des vomissements provoqués. On peut désormais passer à la boulimie, qui est également un trouble du comportement alimentaire assez fréquent. La survenue récurrente d'accès hyperphagique qui constitue en fait le fait d'absorber en une période limitée une grande quantité de nourriture. Sentiment de perte de contrôle sur le comportement alimentaire pendant la crise. On verra un petit peu plus tard ce que c'est qu'une crise de boulimie de façon un peu plus détaillée. Le deuxième critère, ce sont les comportements compensatoires qui visent à prévenir la prise de poids. Dans la boulimie, la personne va vomir de façon provoquée, utiliser des laxatifs, des diurétiques, des lavements ou d'autres médicaments avec l'idée de perdre du coup le poids de ce qui a été ingéré. Pour que le diagnostic de boulimie soit posé, il faut que cela se passe au moins une fois par semaine pendant 3 mois, que l'estime de soi soit influencée de manière excessive par le poids, et on exclut bien sûr les épisodes d'anorexie mentale. On va désormais parler des accès hyperphagiques ou de l'hyperphagie boulimique. C'est principalement comme la boulimie, sauf qu'il ne va pas y avoir de comportement compensatoire. Donc, survenue récurrente d'accès hyperphagiques. Les accès hyperphagiques sont associés à au moins 3 caractéristiques. Manger beaucoup plus rapidement que la normale, manger jusqu'à l'apparition d'une sensation pénible de distension abdominale, manger de grandes quantités d'aliments sans sensation physique de faim, manger seul afin de cacher aux autres les quantités ingérées, se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable après avoir mangé. Il faut donc qu'il y ait 3 de ces caractéristiques. Il faut que cela entraîne une détresse marquée et il faut que ce soit au moins une fois par semaine sur une période de 3 mois. On a également d'autres troubles du comportement alimentaire. Le pica, qui correspond à une ingestion répétée de substances non nutritives et non comestibles. Le méricisme, qui correspond à une régurgitation répétée de la nourriture. La restriction et l'évitement de l'ingestion d'aliments, qui est un manque d'intérêt manifeste pour l'alimentation,
et qui correspond à un évitement fondé sur les caractéristiques sensorielles de la nourriture, du dégoût, en fait, pour le fait de manger. Mais dans ces autres TCA, il n'y a pas de perturbation de l'image du corps. On va parler maintenant des symptômes de la prise alimentaire, ce qui va nous permettre de faire un point un peu plus détaillé sur certains critères diagnostiques qu'on a évoqués jusque-là. Hyperphagie prandiale. L'hyperphagie, c'est une augmentation des apports caloriques au moment des repas. Et on va parler aussi de tachyphagie, c'est la rapidité particulière de la prise alimentaire. L'hyperphagie extraprandiale, on va parler de grignotage, ingestion répétée de petites quantités d'aliments agréables, facilement accessibles, sans faim, sans culpabilité. Et on va également parler de compulsion ou de craving, une consommation impulsive et brutale d'un aliment apprécié, en réponse à une envie impérieuse plutôt qu'à la faim. Soulagement, puis culpabilité. Ce sont deux choses qu'on peut travailler en thérapie, même en dehors d'un trouble du comportement alimentaire. Il y a d'autres symptômes de la prise alimentaire, l'hypophagie, anorexie, absence de faim et de satiété à l'heure habituelle des repas, la restriction cognitive dont on reparlera plus tard, qui est l'intention de contrôler son alimentation en s'imposant un ensemble d'obligations et d'interdictions, dans le but de maigrir ou de ne pas grossir. Il y a donc une alternance entre contrôle et perte de contrôle. Et enfin l'orthorexie, qui correspond à une fixation, une obsession de manger des aliments sains. Tout ça, c'est également des choses qu'on peut travailler de façon spécifique, de façon assez précise, si les personnes sont confrontées à ça, même s'il n'y a pas le diagnostic complet de troubles du comportement alimentaire. On vient de voir les critères diagnostiques. Il faut savoir que les TCA ont le plus fort taux de mortalité parmi tous les troubles de la santé mentale. L'anorexie mentale, par exemple, a une mortalité importante, 7 à 10% des décès. Il y a effectivement des gros problèmes pour les patients qui sont liés au vomissement, quand il y a des vomissements, et qui sont liés à la restriction alimentaire. Concernant les vomissements, une altération dentaire, l'ulcération au dos de la main, l'hypokaliémie, des désordres électrolytiques, il y a des arythmies qui peuvent se mettre en place, des déchirures œsophagiennes, des ruptures gastriques. Concernant la restriction alimentaire, on peut constater chez certains patients, chez certaines patientes, une aménorrhée, une sécheresse cutanée, des cheveux et des ongles cassants, une sensibilité, une intolérance au froid, du lanugo qui constitue une apparition de poils sur les joues, de l'infertilité, de l'hypotension et dans certains cas encore plus importants, de la bradycardie, de l'ostéoporose et bien sûr des problèmes cardiovasculaires. Autant dire que les troubles du comportement alimentaire, ce sont vraiment des pathologies qui nécessitent à un moment donné une prise en charge assez globale, et on le verra par la suite, mais effectivement, il faut que tous les acteurs de soins puissent travailler en collaboration. On va maintenant parler des mécanismes psychologiques et neurobiologiques impliqués dans les TCA. Tout d'abord, le comportement alimentaire a une triple fonction, et ça c'est quelque chose qui va être très important à expliquer aux patients concernant la psychoéducation de leurs troubles. En fait, on mange, bien évidemment, parce que ça a une fonction nutritionnelle, mais aussi parce qu'il y a une fonction hédonique, de plaisir, et aussi une fonction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on mange parce qu'on a faim et parce qu'il faut bien sûr se nourrir, mais aussi parce que il faut prendre du plaisir et aussi parce que il faut prendre du plaisir à partager. Voilà. Et ces trois choses sont complètement normales. C'est assez important parce que parfois il y a de la culpabilité à prendre du plaisir ou de la culpabilité à partager alors qu'on n'a pas faim et on n'est pas obligé d'avoir une faim physique pour être en droit de manger. Au contraire, ces trois fonctions sont nécessaires à l'équilibre. Lors des troubles du comportement alimentaire, ces trois fonctions sont perturbées. Un autre critère sur lequel on va s'appuyer en thérapie, c'est l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle donne une idée de la sévérité du trouble. On a donc une corpulence normale entre 18,5 et 25, l'indice de masse corporelle étant le poids divisé par la taille au carré, et il faut en tenir compte, notamment dans les cas de dénutrition, puisqu'on sait que lorsque un patient ou une patiente atteint une dénutrition sévère, eh bien là pour le coup, l'idée n'est pas
de mettre en place une thérapie, mais plutôt de mettre en place une hospitalisation d'emblée. Petit point sur l'homéostasie. Nous avons donc une homéostasie, une stabilité métabolique, énergétique et émotionnelle. Et c'est pour ça que ces trois fonctions dont on parlait tout à l'heure sont très importantes les unes et les autres. Qu'est-ce qui va se passer quand on va se mettre en restriction cognitive, c'est-à-dire quand on va commencer à contrôler son alimentation? Eh bien, il va y avoir une perturbation de l'homéostasie émotionnelle. Je vais alterner en fait entre un besoin de manger et une frustration à l'idée de ne pas le faire. Et là, ça va venir perturber mon système neuro-hormonal et perturber également mes émotions. Concernant les mécanismes psychologiques et neurobiologiques impliqués dans les troubles du comportement alimentaire, c'est une pathologie multifactorielle. On a des facteurs de risque biologiques, des facteurs de risque psychologiques, des facteurs de risque familiaux et des facteurs de risque socioculturels. On ne peut pas, dans un trouble du comportement alimentaire, ou très rarement, définir une cause. En général, c'est une multitude de causes qu'il va bien sûr falloir analyser et ensuite traiter. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de gènes qui sont impliqués dans les troubles du comportement alimentaire. On a une vulnérabilité de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline. Donc il y a une héritabilité partielle dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a des études notamment qui ont été faites sur des jumeaux monozygotes et il y a une concordance du coup de 56% dans l'anorexie et de 23% dans la boulimie. On a donc une vulnérabilité et on a aussi une vulnérabilité neuro-endocrinologique. La leptine, qui est sécrétée par les tissus adipeux, est impliquée dans la régulation de l'ingestion alimentaire et de la balance énergétique. Au niveau des facteurs de risque psychologiques, eh bien, une faible estime de soi, une insatisfaction corporelle, du perfectionnisme, de l'anxiété, une distorsion de l'image corporelle, une alimentation restrictive, de l'impulsivité, un fonctionnement plutôt en tout et en rien, dichotomique, des difficultés à réguler ses émotions, un besoin de contrôle, une recherche d'approbation, une conception de soi et des pensées rigides vont amener à avoir des facteurs de risque aggravés de développer un trouble du comportement alimentaire. Ne pas négliger aussi les facteurs de risque socio-culturels avec la pression sociale, le culte de la minceur et la multiplication des rôles sociaux, la stigmatisation de l'obésité, la subordination de l'estime de soi à l'apparence physique, qui peuvent bien sûr avoir un impact. Concernant les facteurs déclenchants, la première porte d'entrée pour développer un trouble du comportement alimentaire, c'est un régime. Un régime amincissant et parfois le simple fait de chercher à se restreindre, donc comme on le disait tout à l'heure, de se mettre en restriction cognitive. On a aussi les critiques sur le physique, qui sont des facteurs déclenchants avec une traumatologie qu'il faudra traiter si c'est le cas. Une perte de poids inopinée qu'on peut rencontrer chez certaines patientes. C'est-à-dire qu'une personne va se mettre à perdre du poids et on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'elle va être plus stressée que d'habitude, et à ce moment-là, elle va recevoir des gratifications. On va la complimenter sur sa perte de poids et de là va déclencher du coup un contrôle alimentaire et un trouble du comportement alimentaire. Ou une prise de poids. Ça marche aussi dans l'autre sens. Et non liés au comportement alimentaire, on a des stresseurs sociaux, voyage à l'étranger, rupture sentimentale, etc., qui peuvent être aussi des portes d'entrée dans les troubles du comportement alimentaire. On s'arrête un petit instant sur ce terme de restriction cognitive. Il est important de le définir, c'est l'intention de contrôler ses apports caloriques en s'imposant un ensemble d'obligations et d'interdictions alimentaires dans le but de maigrir ou au moins de ne pas grossir. Et cela conduit à attribuer une valence émotionnelle aux aliments sur la base de règles intellectuelles et non plus physiologiques, ce qui vient donc perturber l'homéostasie. En ce qui concerne le cercle vicieux des troubles du comportement alimentaire, plusieurs auteurs ont modélisé la façon dont se développe et la façon dont s'articule un trouble du comportement alimentaire.
De façon générale, il y a toujours une insatisfaction et une faible estime personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des expériences, des événements de vie qui vont suggérer ça, ou une éducation, la famille, la culture, et parfois aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, des facteurs biologiques qui vont rentrer en ligne de compte. Cette insatisfaction va déclencher, via l'influence des pairs, de la mode et des médias, un besoin de contrôler. Et donc on va passer sur de la restriction cognitive, comme on disait tout à l'heure, avec des régimes plus ou moins drastiques. À partir de ce moment-là, il va bien évidemment y avoir une perte de poids. Cette perte de poids va être accompagnée d'un bien-être et d'un sentiment de réussite. Et donc là, il y a des prédispositions, bien sûr, physiologiques et psychologiques aussi, qui accompagnent du coup cette perte de poids. Et de là, on va tomber, pour ce qui est de l'anorexie, sur de la dénutrition, de la maigreur et des crises de boulimie, quand il y a des comportements compensatoires effectivement. Donc la réaction de l'entourage va souvent favoriser l'installation du trouble si effectivement le fait de maigrir est valorisé par la famille ou les amis. À partir du moment où il va y avoir donc cette dénutrition et ces crises de boulimie qui vont entraîner bien sûr de la dépression, on va revenir fermer la boucle avec une baisse au niveau de l'estime de soi. Et c'est comme ça que le cercle vicieux va du coup se perpétuer. L'insatisfaction corporelle, elle est vraiment au centre de tout, le désir de perdre du poids et la faible estime de soi. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en thérapie. L'estime de soi, qui est centrale en fait à tous les troubles du comportement alimentaire. On verra ça dans la dernière partie. La restriction alimentaire, elle va donc y amener, dans les deux cas, à une certaine prise de position dans le contrôle. Pour ce qui est de l'anorexie, du coup, le contrôle est total. Pour ce qui est de la boulimie, c'est partiel, avec les crises de boulimie. Si on reprend le modèle du coup de l'anorexie, j'ai donc une impression de contrôle élevé, une forme de toute puissance. C'est moi qui décide. Et je vais donc soit réduire mes apports énergétiques, soit mettre en place des exercices physiques. Là, la perte de poids va être intense. Et de l'autre côté, pour la boulimie, eh bien, si je fais des crises de boulimie, il va y avoir donc des vomissements, de la prise de laxatifs, ou de la même façon, ça peut être accompagné par des exercices physiques ou du jeûne. Et là, le poids va être relativement normal. Quoi qu'il en soit, les deux troubles sont fortement liés et il faut les prendre en considération et toujours vérifier que l'un existe avec ou sans l'autre parce que ça peut aussi au fur et à mesure dériver sur de l'anorexie ou de la boulimie, même si la prise en charge n'est pas exactement la même. En tout cas, cette faible estime de soi qui est centrale, elle est vraiment à prendre en considération. Pour ce qui est de la modélisation de la boulimie, de la même façon, une mauvaise image de soi, l'importance du poids et de la silhouette, je me mets en restriction, j'arrive dans une forme de dénutrition et finalement, à un moment donné, je vais compulser. Il va donc y avoir des crises qui vont être régulées par du vomissement, qui vont rajouter une mauvaise image de soi et notre cercle vicieux est bouclé. À prendre en considération aussi, parce que c'est quelque chose que nous allons devoir travailler avec les patients, le perfectionnisme et les pensées dichotomiques, la pensée dichotomique en tout et en rien, perdu pour perdu, etc. Il va falloir qu'on s'attarde là aussi là-dessus. Autrement dit, qu'est-ce qu'une crise de boulimie ? À un moment donné, il va y avoir un déclencheur. Ça aussi, on va pouvoir le travailler avec le patient. Ensuite, la personne va ingurgiter massivement et de façon frénétique de l'alimentation, des aliments riches, caloriques. On fait rarement une crise de boulimie avec un aliment qu'on n'aime pas. Souvent, quand on est en dénutrition, ou en tout cas quand on s'est beaucoup privé, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forme de frustration. Cette frustration, elle est mentale, bien sûr, émotionnelle, mais elle est aussi physique. Le corps, du coup, a l'impression qu'on va le priver sans arrêt. Donc, il nous demande, en envoyant un message au cerveau, de manger des aliments riches. Et on n'arrive plus à s'arrêter. À la fin de la crise, bien sûr, il y a un malaise physique et un malaise psychologique.
Donc les comportements compensatoires, comme le vomissement, vont se mettre en place, ça restaure un sentiment de contrôle, ça fait baisser l'anxiété et le sentiment de culpabilité, mais ça rajoute une mésestime de soi, et surtout ça ne résout pas le problème, puisque on n'a pas appris à réguler son poids, ni ses émotions, ni son alimentation, et donc on est enfermé dans un système duquel on se sent vite emprisonné et duquel il va falloir qu'on puisse sortir. On a aussi une chronologie du coup dans la crise. Il y a un événement stressant, on prend la micro-décision, on a des pensées permissives, allez, et si je mangeais un petit peu, là souvent le corps qui est privé, à un moment donné, ne va plus mettre le stop, on va donc dériver sur une crise. Ensuite, il y a une phase d'autodépréciation, et ensuite, on va donc avoir une impulsion à manger. L'idée en thérapie va être donc de prévenir aussi la récidive. Ok, on a fait une crise, on efface le tableau et on repart. Ces fameuses pensées permissives dont on parlait tout à l'heure, perdues pour perdues, sont vraiment très dangereuses en fait dans la récidive du coup et dans la chronicité des crises. Dans tous les TCA, on a ce conflit d'indépendance, il est inévitable et surtout on doit le travailler. L'idée ça résulte en fait d'un bilan instable entre les avantages et les inconvénients de deux solutions. Les avantages à changer le comportement ou les avantages à rester dans le comportement. L'idée c'est de se dire que finalement on a trouvé ce système de compensation ou de régulation alimentaire et que si on laisse tout tomber, eh bien, on se sent en fait s'enfiler par rapport à l'alimentation avec cette peur grandissante de prendre du poids. Donc il faut effectivement travailler beaucoup avec les patients, et on le verra plus tard, sur les mécanismes du coup motivationnels. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'arrêter de fonctionner comme ça, et bien évidemment comment je peux le faire. On en arrive à la deuxième partie, les approches thérapeutiques dans les troubles du comportement alimentaire. L'idée va être de voir quels outils on peut utiliser, et je vais vous présenter les thérapies cognitives et comportementales, ainsi que l'hypnose médicale. Tout d'abord, et avant de rentrer dans les aspects thérapeutiques, psychologiques, le traitement médicamenteux est parfois nécessaire. Donc bien évidemment, c'est le médecin ou le psychiatre qui va le mettre en place. Pour l'anorexie, on sait qu'il n'y a pas vraiment de traitement efficace, mais néanmoins, il y a souvent une dépression qui est associée ou un trouble anxieux. Et donc dans ce cas-là, on va souvent installer du coup des traitements comme des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Pour ce qui est de la boulimie, les antidépresseurs fonctionnent bien. On a notamment le Prozac, la fluoxétine, qui va réduire la fréquence des crises et bien sûr qui doit être associé aussi à une prise en charge nutritionnelle et psychologique. Encore un rappel, les troubles du comportement alimentaire sont des pathologies multifactorielles, donc la prise en charge doit être aussi polydisciplinaire, et il est important que les médecins, les psychologues, les nutritionnistes puissent travailler de pair du coup pour accompagner les patients. Pour ce qui est donc des outils, il y a beaucoup d'études bien sûr qui ont été réalisées, et il y a beaucoup de thérapies qu'on peut utiliser pour les troubles du comportement alimentaire. Très rapidement, je voudrais vous parler de cette étude qui a été faite par Elisabetta Scanferla, qui est psychologue et doctorante en psychologie, avec le professeur Philippe Gorwood, chef du pôle de clinique des maladies mentales et de l'encéphale, et qui ont montré en fait que plus on va faire de thérapie motivationnelle, c'est-à-dire plus on va expliquer aux patients ce qu'on va mettre en place, plus on va les engager dans le soin. Donc il y a 8 approches qui ont été expérimentées: l'entretien motivationnel, la psychoéducation, les approches comportementales et cognitives, dont l'acceptation, thérapie d'acceptation et d'engagement, mais aussi la méditation, la mindfulness thérapie, la remédiation cognitive dont on va parler tout à l'heure, la thérapie familiale. Donc en fait, quand on a une journée qui est dédiée à expliquer en fait aux patients
ce qu'on va pouvoir mettre en place et pourquoi ça fonctionne, les gens adhèrent plus aux soins. Les thérapies cognitives et comportementales ont prouvé leur efficacité dans les TCA. Donc de nombreuses études ont été mises en place et on sait que pour ce qui est de la boulimie nerveuse notamment, le taux de rémission atteint 30 à 50% des cas. Pour l'anorexie mentale, c'est un peu plus nuancé, mais néanmoins, on a quand même des approches qui fonctionnent. On va notamment travailler sur le perfectionnisme, l'estime de soi et les difficultés interpersonnelles. Bien sûr, on associe thérapie cognitive et comportementale et pharmacothérapie quand c'est nécessaire. Il y a également des innovations récentes, comme les adaptations spécifiques pour les différents TCA, c'est-à-dire qu'on va mettre en place, parfois aussi, notamment dans les centres experts TCA, des thérapies qui vont utiliser un peu tous nos outils de TCC, et l'idée, ça va être aussi de cibler et de centrer sur la problématique du patient. C'est ce qu'on va faire, nous, en cabinet, en thérapie, avec une bonne analyse fonctionnelle. On sait qu'il faut qu'on travaille sur plusieurs aspects et on va articuler avec nos outils thérapeutiques pour que ce soit le plus clair possible et le plus efficace possible pour le patient en question. Sur quoi on va travailler concrètement en thérapie cognitive et comportementale ? On va travailler les symptômes comportementaux. C'est-à-dire qu'on va tenter de restaurer une alimentation plutôt sur les sensations, plutôt que rationnelle. C'est-à-dire qu'on va réapprendre en fait au patient à manger avec ses sensations de faim. Donc on va normaliser les aliments, là où ils ont parfois été diabolisés, et ça va permettre de faire baisser effectivement les crises ou la restriction. Dans un deuxième temps, on va travailler au niveau cognitif, sur la restructuration cognitive. Dans un deuxième temps, on va travailler sur le cognitif avec la restructuration cognitive, c'est-à-dire identifier, donc remettre en question les fausses croyances par rapport à l'alimentation. On va également pouvoir travailler en gestion des émotions. L'idée va être de trouver d'autres moyens pour assurer la régulation émotionnelle, à savoir que les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire vont utiliser le trouble du comportement alimentaire, la prise alimentaire ou la non-prise alimentaire pour réguler certaines émotions. Il va falloir qu'on les outille à ce niveau-là. Et enfin, on va travailler sur le traitement de l'insatisfaction corporelle et de la faible estime de soi. On va également bien sûr utiliser des échelles. Vous avez une liste d'échelles que vous pouvez utiliser pour mesurer le trouble du comportement alimentaire, son impact sur la personne, et pour vérifier à moyen terme et à long terme au cours de la thérapie le fait que les symptômes aient bien diminué. Donc on va avoir des échelles qui sont spécifiques aux troubles du comportement alimentaire, mais des échelles aussi, puisqu'il va falloir travailler sur l'estime de soi, donc des échelles en lien avec l'estime de soi, en lien avec la régulation émotionnelle, et aussi en lien avec l'image corporelle. Il va falloir qu'on évalue toutes ces variables. Nous allons aussi, en thérapie cognitive et comportementale, travailler avec la famille. C'est important d'informer les familles sur le trouble. Ça va diminuer les interrogations, les incompréhensions et surtout les conflits. Et donc ça va permettre aussi de leur apporter, parce que c'est pas facile pour les familles, des réponses au quotidien et un regard un petit peu pour les épauler dans cette difficulté. On reviendra sur les outils des thérapies cognitives et comportementales dans la troisième partie. Je vais vous parler de l'hypnose médicale. L'hypnose médicale, c'est la modification de nos processus cognitifs et sensoriels. Grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que l'hypnose peut désamorcer certaines réactions programmées de notre cortex. Pour vous donner un exemple, les psychologues connaissent bien le test de Stroop qui a été mis en place en 1935, qui consiste à dire rapidement de quelle couleur sont les lettres utilisées pour un mot désignant lui-même une couleur, à savoir le mot bleu écrit en rouge par exemple.
Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un temps d'hésitation quand on fait cet exercice. Et certains auteurs ont mis en place justement deux conditions dans l'expérience et ont mis 50% de la population sous hypnose. Et il y avait donc de meilleurs résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'hypnose, par sa capacité en fait à modifier la perception de la réalité, favorise la flexibilité psychologique. La flexibilité psychologique, c'est notre aptitude à prendre du recul face à une situation donnée. Le manque de flexibilité psychologique est quelque chose d'assez important dans les troubles du comportement alimentaire, d'où l'intérêt de pouvoir utiliser parfois l'hypnose médicale, qu'on va utiliser finalement comme un outil dans nos thérapies cognitives et comportementales. Si on est trop aux prises avec un problème, on fait obstacle à sa résolution, comme le disait Antoine Bioy. L'idée est donc de pouvoir avoir un certain recul et un certain lâcher-prise par rapport au problème, et l'hypnose peut nous aider à ça. Les neurones du changement, un certain type de neurones pourrait jouer un rôle clé dans l'efficacité de l'hypnose, à induire des changements de comportement. En fait, quand on va travailler en hypnose, on va mettre du mouvement. On va tenter de mettre un mouvement et de l'installer dans une situation où justement on manque de flexibilité et où il est très difficile de pouvoir modifier la perception qu'on a. Donc les neurones qu'on appelle les neurones canoniques sont particulièrement impliqués dans les premiers apprentissages, par exemple quand on apprend à faire du vélo ou à nager. Et les scientifiques, ils imaginent que les circuits neuronaux se réactivent quand, lors d'une séance d'hypnose, le thérapeute demande au patient d'explorer une expérience passée. Ce qu'on va faire souvent, et y compris, on en reparlera dans la troisième partie, mais pour les troubles du comportement alimentaire, on peut tout à fait demander à un patient de se remémorer par un exercice de régression dans le temps, inconsciemment, sa capacité du coup à pouvoir manger en lien avec ses sensations de faim et de satiété. Et si la personne y arrive, dans ce cas-là, elle va pouvoir du coup replonger en fait et activer ces neurones canoniques qui du coup eux détiennent l'information. Voilà, donc le thérapeute invite par exemple le patient à se remémorer un souvenir agréable. Et l'idée va être d'aider aussi le patient du coup à remettre des sensations, à évoquer par exemple les odeurs, les couleurs, les sons, pour revivre en fait ce moment, et c'est le fait de revivre ce moment qui va activer les neurones canoniques. Sous hypnose, la perception de l'image du corps, c'est un exercice aussi qui est utile pour anticiper un changement. On peut travailler la confiance et la réussite. Et de nombreux auteurs recommandent de renforcer l'estime de soi et de projeter les futurs avantages à modifier les liens vers leur aliment. Je m'imagine ne plus avoir de troubles alimentaires. Rien que ça, il y a une partie de moi inconsciente qui va dans la direction. La perception du corps, on peut aussi la travailler du coup dans l'instant présent. Bien sûr, on va aussi pouvoir travailler quand il y a des traumatismes, avec l'hypnose ou avec d'autres techniques comme l'EMDR. Mais en tout cas, l'hypnose peut être vraiment, comme on l'a vu, pour travailler sur tous les domaines du coup, qui sont impliqués dans les TCA, un bon outil. On peut aussi travailler sur la perception des organes, de l'œsophage, de l'estomac. Remettre en fait les patients en lien avec leur corps. Et donc du coup, de pouvoir aussi travailler parfois, même si c'est délicat, sur des pratiques d'aversion. C'est-à-dire, dès lors que je passe un seuil, je ressens une sensation qui va complètement faire que je vais arrêter de manger. Ou alors, la faim va devenir quelque chose de l'ordre de l'aversion. On peut recréer ça du coup et modifier finalement les perceptions, plutôt rétablir des perceptions du coup classiques pour nos patients. On va maintenant rentrer dans la troisième partie et parler plus spécifiquement des traitements selon les troubles du comportement alimentaire. Tout d'abord, au niveau de l'anorexie mentale, l'idée est de reconnaître les stratégies thérapeutiques et les défis dans la récupération. Et puis aussi au niveau de la boulimie nerveuse et de l'hyperphagie, où on va voir comment intervenir et réguler le comportement alimentaire afin de restaurer l'équilibre émotionnel. Lorsqu'on va travailler sur l'anorexie mentale avec les patients, on a parlé de restriction
cognitive. Et il va être important du coup de pouvoir effectivement accroître les stratégies cognitives du patient. On va l'aider du coup à travailler sur la flexibilité mentale. La flexibilité mentale fait partie des fonctions exécutives. C'est du coup notre capacité en fait à être centré sur la globalité de quelque chose. Le manque de flexibilité cognitive, c'est l'approche centrée sur les détails, au détriment de l'information globale. Donc on appelle ça aussi un manque de cohérence centrale. Et l'idée va être du coup que ce manque de flexibilité cognitive va avoir tendance à entraîner des attitudes perfectionnistes ou de la méticulosité et donc une intolérance finalement au changement, des pensées en tout ou en rien et finalement une forme de rigidité sur laquelle il va falloir qu'on travaille. On va pouvoir travailler là-dessus avec des exercices comportementaux sur le perfectionnisme. Par exemple, on peut faire une échelle d'exposition comportementale et demander, à condition bien sûr qu'on ait rempli une échelle de perfectionnisme et qu'on ait pu constater que le patient avait un souci avec ça, de travailler progressivement à déconditionner les attitudes perfectionnistes. Par exemple, je vais essayer de laisser traîner quelque chose dans l'évier, je vais éviter de faire le ménage de façon hyper profonde tous les jours. En fonction des comportements sur lesquels il va y avoir du perfectionnisme, on va tenter finalement de dérigidifier le système. Pour ce qui est de la boulimie nerveuse et de l'hyperphagie, on va aussi pouvoir travailler sur une forme de perfectionnisme ou en tout cas de conditionnement. On peut commencer par travailler du coup sur l'alimentation rationnelle. Il y a donc des conditionnements. Les gens se sont mis dans la tête qu'il fallait diminuer certains aliments et pas d'autres. Donc on peut hiérarchiser les aliments qui font grossir, les aliments qui ne font pas grossir, pour déjà faire un travail de restructuration cognitive. Un outil qu'on va utiliser, c'est le carnet alimentaire. Il est essentiel. C'est-à-dire qu'on va demander au patient de noter, de s'auto-observer au niveau de son comportement et on va observer la fréquence des crises, les facteurs déclenchants, la cadence des repas, la nature des aliments choisis, les pensées dysfonctionnelles aussi. L'idée, ça va être d'aider le patient à faire le lien entre ses émotions, ses pensées et ses comportements dans le contexte. On va également donc pouvoir proposer des trames du coup au patient. Vous notez l'heure, l'aliment consommé, le moment où a eu lieu la crise, l'émotion, la sensation, la cognition et la pensée, puis ce sur quoi on va pouvoir aussi travailler, ça va être de demander au patient quel est le besoin affectif ou quel est le besoin émotionnel que le patient a tenté de compenser pour essayer d'agrandir finalement les outils. Si j'ai besoin de réconfort, comment je peux aller chercher du réconfort autrement qu'à travers une prise alimentaire? Et donc on va essayer d'apporter d'autres stratégies comportementales à nos patients. Une fiche de suivi hebdomadaire, ça va nous permettre de voir l'évolution du poids, la fréquence des crises, des comportements compensatoires au cours de la thérapie, et ça va permettre de montrer l'évolution au patient ou à la patiente, de le rassurer sur son poids. En général, il y a très peu de variation du poids en fait pendant la thérapie. C'est pas tant la prise alimentaire qui fait grossir ou le fait de se priver qui fait maigrir, sachant qu'une crise d'hyperphagie, il y a une absorption du coup qui va se mettre en place assez rapidement et finalement c'est souvent les crises qui font grossir les patients. L'idée va donc être de pouvoir rétablir une alimentation plus rationnelle, rétablir un cadre plus sain autour de l'alimentation, un rythme régulier, des lieux spécifiques, mais sans tomber dans une rigidité. L'idée c'est que le patient réapprenne aussi à manger avec ses sensations. On peut trouver dans l'ouvrage d'Alain Péroux, Comment sortir de la boulimie et se réconcilier avec soi-même, tout un tas d'outils qu'on peut réutiliser pour aider justement les patients à noter et à mieux comprendre leur fonctionnement.
Un travail motivationnel va être très important. C'est difficile de sortir de quelque chose sur lequel on s'est conditionné. Il y a des peurs, donc il va falloir qu'on travaille les inconvénients, les avantages, à arrêter ce comportement, à prendre le risque de manger plus régulièrement et avec ces sensations de faim, et aussi parfois d'arrêter ou de continuer la thérapie, parce que c'est parfois coûteux aussi cognitivement de faire ce travail. On va travailler également sur les crises. Les crises fonctionnent au niveau cognitif, au niveau cérébral, un peu comme des addictions. On a pris cette habitude, on l'a vu tout à l'heure avec le cercle vicieux. Donc on va par exemple proposer aux patients de retarder les crises, c'est-à-dire d'accepter d'y céder, mais au bout d'un certain temps, là où par ailleurs on aurait été tout de suite mangé par exemple. Les crises esquivées, on va lui proposer de détourner l'attention sur d'autres activités, et idem pour les vomissements. On va demander au patient qui a l'habitude de se faire vomir, par exemple, après avoir fait une crise, d'attendre 10 minutes, 20 minutes, tout ça pour dérigidifier justement le système de conditionnement. On va également utiliser l'outil de la restructuration cognitive, très connu en thérapie cognitive et comportementale. Quand le patient a déjà commencé à comprendre le mode de fonctionnement, quand la psychoéducation a été bien faite, quand les cercles vicieux ont été bien compris, et quand il y a une bonne adhésion à la thérapie et suffisamment de capacité intellectuelle, parce que parfois les patients sont fragilisés aussi par leur pathologie. Si tout ça est réuni, on va pouvoir passer à la restructuration cognitive, c'est-à-dire pouvoir travailler sur les pensées dysfonctionnelles qui peuvent être repérées grâce au tableau d'auto-observation. Donc, je propose aux patients de noter dans les situations où ça ne va pas les pensées négatives qu'ils rencontrent, et on va travailler à mettre plus de rationalisation sur ces pensées. Par exemple, je suis gros, non, j'ai un IMC qui est complètement normal, donc je ne peux pas dire ça. On va travailler aussi sur toutes les pensées qui génèrent en fait des émotions désagréables, tout ce qui peut être de l'ordre de la culpabilisation, tout ce qui peut être aussi de l'ordre de la dévalorisation. Donc la pensée dysfonctionnelle et la pensée fonctionnelle, et ça va permettre de faire baisser l'émotion. Pour ce qui est de l'hypnose médicale dont on a parlé tout à l'heure, on peut également travailler avec des exercices. Il est toujours difficile de pouvoir donner des exemples d'exercices, mais comme on le disait tout à l'heure, permettre aux patients de se visualiser sans le problème, sans le trouble alimentaire, permettre aux patients de ressentir de la confiance, de l'estime pour soi, permettre aux patients de s'imaginer en train de marcher dans la rue et de se sentir à l'aise avec son corps. Tout ça, c'est des choses qui vont nous permettre aussi d'accélérer la guérison. Donc c'est très important de pouvoir rassurer les patients et leur permettre de s'accepter et d'accepter leur corps. Merci pour votre attention.